l'a surnommé le violeur de la Couronne Nord. Pendant plus d'1 an, il a agressé des jeunes femmes, le plus souvent mineures. Son nom, Benoît Gay, policier. La plupart des victimes sont menues, très jeunes et sans défense. C'est terrifiant parce qu'on se dit jusqu'où il va aller. Parce qu'on connaît le mode opératoire des prédateurs. Quand ça commence, on sait comment ça peut finir. Le 11 mai 2004, vers 23h30, une jeune femme marche seule dans une rue mal éclairée. Elle se rend tranquillement à la maison d'un ami. Elle croise un homme au visage masqué par l'ombre d'une casquette. L'homme l'aborde en lui demandant l'heure. Il la saisit par le poignet. Il place un couteau sur ses côtes en lui disant « Ne crie pas, sinon je te poignarde ». Terrorisée, la jeune femme se laisse entraîner dans un bosquet. Il ciblait des jeunes filles qui lui semblaient incapables de se défendre et il savait qu'il pouvait les dominer. C'est ça, un prédateur sexuel. Une fois loin du regard des passants, sous la menace de son couteau, l'homme a exigé de sa victime qu'elle se livre à ses fantasmes. Et on connaît le mode opératoire des prédateurs. Quand ça commence, on sait comment ça peut finir. Ça finit en général par des agressions graves, par des meurtres. Craignant pour sa vie, la jeune femme n'a d'autre choix que de se plier aux volontés de son agresseur. L'agression sexuelle, c'est un crime de haine, ou de domination, ou bien les deux. Avant de partir, l'homme ordonne à sa victime d'arrêter de pleurer et de rester là sans bouger, le temps qu'il puisse s'en aller. Un mois plus tard, le 16 juin 2004, toujours vers minuit, une jeune femme âgée de 16 ans marche seule dans un quartier résidentiel de Saint-Jérôme. Un homme, au visage masqué par l'ombre de sa casquette, l'agrippe par le poignet. Malgré le fait que l'agresseur soit armé d'un couteau, la victime résiste. Elle se débat, elle crie, elle réussit à lui échapper. Dans sa fantasmatique sexuelle déviante, il y a ce qu'on appelle un scénario. Il y a un plan qui est excitant. Et à partir de ce moment-là, le prédateur cherchera à recommencer toujours la même chose. Ça vient mettre une certaine pression sur les enquêteurs, évidemment. Parce que ce que l'on veut, c'est l'arrêter. Le prédateur, on veut arrêter ce criminel. S'il y a bien un crime sordide, c'est celui d'agression sexuelle. Il faut malheureusement quelques victimes avant que les policiers aient un certain profil de l'individu. C'est le 23 juin 2004 que l'homme à la casquette s'attaque à sa 3e victime. Toujours une jeune femme, âgée de 16 ans elle aussi, qui rentre chez elle par les mêmes rues qu'elle emprunte tous les soirs. Malgré le couteau et les menaces de mort de son agresseur, la jeune femme résiste et finit par lui échapper. Elle se rend à la police et donne une description de son agresseur et de sa Honda rouge, ce qui permet aux enquêteurs de faire un recoupement avec les 2 agressions précédentes. Quand il y a un prédateur qui agit en toute liberté, qui rôde, qui fait des victimes, parfois la première agression sexuelle ou bien le premier événement qui est rapporté ne va pas créer beaucoup de remous. Mais quand il y a plusieurs séquences assez rapprochées dans le temps et dans un environnement à peu près identique, là, bien évidemment, l'inquiétude va commencer à croître. Au fil du temps, on s'est aperçu que, compte tenu du secteur où le prédateur sévissait, du choix similaire du profil de ses victimes, de l'arme utilisée et du mode opératoire,
nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un seul et même agresseur. C'est quelqu'un qui, manifestement, cible ses proies sur le même genre de critères. Ce sont de très jeunes filles de petite taille, elles ont l'air fragiles, donc il sait qu'il pourra les maîtriser sans problème. On a donc affaire à quelqu'un qui n'est pas le jeune délinquant classique qui s'amuse à faire peur aux filles de son quartier. Les titres sortent. Le violeur de la couronne nord. Tous les journaux commencent à en parler et là on sait. Ou on pense en tout cas, parce que les éléments se ressemblent pas mal. On pense qu'on a affaire à un prédateur. Étant donné que le violeur de la couronne nord ne s'attaquait qu'à des victimes qu'il ne connaissait pas, il était difficile à identifier. Il n'était qu'un inconnu surgissant dans la nuit avant de disparaître. Les enquêteurs devaient donc se fier au profil commun à ce type de criminel. Les agresseurs sexuels ne vont pas passer à l'acte dans un périmètre qu'ils ne connaissent pas. En fait, ils savent que c'est beaucoup trop risqué. Ils ont besoin de maîtriser leur environnement pour pouvoir prendre la fuite si besoin. Et les statistiques montrent qu'ils habitent ou travaillent sur leur terrain de chasse. La plupart des agresseurs qui sont des prédateurs, que ce soit les tueurs en série, que ce soit les agresseurs sexuels en série, sont des personnes qui mènent une vie normale, en apparence seulement. Ils exercent un métier qui demande une grande efficacité. Ils peuvent être par exemple comptables, médecins, policiers. Mais ce n'est pas une double vie parce que dans leur intérieur, ils sont toujours très conscients de ce qu'ils sont. Pour nous, c'est une double vie, mais pour eux, c'est un tout. 80 à 90% des crimes à caractère sexuel ne sont pas dénoncés. Donc ça sous-entend qu'il y a juste environ 10 à 20% des victimes qui vont porter plainte. Les victimes peuvent avoir tendance à ne pas rapporter une agression sexuelle, soit parce qu'elles sont gênées, soit parce que le processus judiciaire leur fait très peur. Les victimes ne veulent pas se retrouver devant le système judiciaire pour ne pas avoir à revivre leur agression. Elles vont se dire, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Parce que très souvent, les agresseurs ont des sentences trop clémentes. Ou bien par crainte que l'agresseur puisse un jour arriver à les localiser et à les revoir, ce qui fait que beaucoup d'entre elles ne portent pas plainte. L'enquête pour retrouver le violeur de la couronne nord débutait avec très peu d'indices. Les enquêteurs ont commencé par dresser une liste d'hommes avec des antécédents d'agression sexuelle, domiciliés dans un secteur qui englobait toute la couronne nord. Cet individu était très futé. Premièrement, il ne laissait pas de fluide corporel dont on aurait pu extraire un profil génétique. Il n'était jamais vu des caméras de surveillance. Non seulement il connaissait son environnement, mais il avait aussi procédé au repérage méthodique des lieux où il pouvait agresser ses victimes sans prendre de risques. Tous ces éléments nous donnent le profil d'un individu qui peut être proche, sinon très proche, des méthodes policières employées pour dépister les agresseurs sexuels. 8 mois passent sans que de nouvelles agressions soient signalées. Puis le 25 mars 2005, le prédateur refait surface. Encore une fois, il cible une jeune femme de 17 ans qui s'arrête à une station de bus vers minuit 30. Les victimes rapportaient à peu près toujours le même déroulement des événements. Elles se faisaient accoster par cet homme qui soit leur demandait l'heure, soit les entraînait manu militari dans un endroit sombre sous la menace d'une arme pour leur imposer une relation sexuelle. Elles étaient terrorisées car il leur disait « Obéis, sinon je te tue. Si tu ne te débats pas, si tu fais ce que je te dis, il ne t'arrivera rien. » C'est sous-tendu par une fantasmatique déviante et la colère. Il sait parfaitement qu'il abuse de sa force et il a une volonté irrépressible de prendre le contrôle sur l'autre. Ses actes sont organisés et réfléchis. Il a tout préparé.
Celui que les médias surnommaient le violeur de la Couronne Nord a commis 3 agressions en 2004. La dernière s'étant produite la nuit du 23 juin 2004. Après quoi, il ne s'est plus manifesté pendant 8 mois. Mais en mars 2005, il réapparaît et agresse une 4e victime. L'agresseur brandit un pistolet et menace la jeune femme de la tuer si elle lui résiste. Il dit qu'il est un bandidos, un motard. Il baisse la fermeture éclair de son pantalon et toujours sous la menace de son pistolet, il exige un rapport sexuel. La jeune femme lui demande d'utiliser un préservatif, l'agresseur accepte. Elle en prend un dans son sac. Il a fait croire à 2 ou 3 de ses victimes qu'il était un motard ou un ancien Hells Angels, qu'il avait déjà tué, et que c'est pour ça qu'il avait une arme à feu. Il s'empare de la carte d'identité de sa victime et menace de revenir la tuer si elle prévient la police. Il énonce très souvent la même sorte de menace à sa victime. Fais attention, je te connais et je sais où tu habites. J'ai même vu des cas où certains agresseurs sont allés jusqu'à fouiller dans les sacs que portaient les victimes, pour recopier leur nom et leur adresse. Donc, son scénario s'est fait au fil des mois et devait être absolument terrifiant à entendre pour une adolescente de 17 ans qui se fait accoster comme ça à 11h minuit pour être agressée sexuellement. Ces menaces mettent tellement de pression sur la victime qu'elle va y penser à 2 fois avant de rapporter le crime. Et souvent, peut-être même dans le cas qui nous préoccupe, il y a des victimes qui n'ont tout simplement pas porté plainte. Malgré les menaces et le fait que l'agresseur connaisse son adresse, la jeune femme va à la police. Elle fait une déposition. C'est difficile de donner une description de son agresseur quand on a vécu un événement traumatisant qui n'a pas duré longtemps, surtout quand vous ne le voyez pas. S'il est dans votre dos, par exemple, et qu'il vous maintient par le cou ou par le bras. C'est vrai que ces jeunes filles n'ont pas donné de description de son visage. Sinon, juste quelques indications assez standards. C'est-à-dire, c'est un homme, entre 25 et 30 ans, plutôt mince et assez grand. Quelques-unes ont décrit ses mains. Alors oui, c'était difficile de le décrire. S'il avait une balafre qui lui traversait le visage, on aurait eu de quoi faire un portrait robot. J'ai rencontré une fois un tueur en série qui m'a dit « Écoutez, le geste ultime pour moi, c'est d'entendre le dernier souffle. Je suis responsable du dernier souffle. » C'est exactement la même dynamique pour les prédateurs. Parce que le but ultime, c'est de reprendre le contrôle et de se sentir bien. Mais il voit bien que ça ne marche pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, il rajoute de la violence. Il a commencé avec un couteau, un canif, avant de poursuivre justement avec une arme à feu, pour maintenir le même niveau d'adrénaline et par là le même niveau d'excitation sexuelle. Il commence avec « Viens ici, ma belle ». Après ça, c'est « Viens ici, ma putain ». Il va passer du couteau au revolver. La violence augmente. Les médias ont aussi rapporté que le violeur, malgré sa violence et ses menaces, rassurait ses victimes, disant à l'une, par exemple, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, donc qu'elle n'avait pas à craindre de tomber enceinte. C'est le petit garçon qui ouvre un paquet de gâteaux et qui en a mangé la moitié. Et comme il en laisse une partie, donc il a bonne conscience. Et ça lui permet de se dire qu'en fait, eh bien, il n'est pas un monstre. Il est aussi capable d'être une personne correcte et, à certains égards, c'est vrai. Le 8 avril 2005, soit 2 semaines après sa 6e agression, le violeur de la Couronne Nord passe à l'acte une nouvelle fois. Cette jeune fille sortait de son travail aux environs de minuit et elle devait prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle avait peur de marcher seule une fois la nuit tombée. Pour se donner du courage, elle avait acheté une bombe lacrymogène qu'elle gardait précieusement à disposition dans son sac en cas de besoin.
Lorsqu'il l'a agrippée par le dos, elle a sorti sa bombe lacrymogène. L'agresseur ne devait certainement pas s'attendre à une telle réaction, parce qu'il ne ciblait que des jeunes femmes qui se laisseraient faire. C'est pas vrai. À partir de maintenant, la police a une description. Même si elle est assez limitée, c'est déjà ça. On a également le signalement d'une voiture rouge qui revient souvent dans le témoignage des victimes. Il s'agit d'un vieux modèle. La porte arrière s'ouvrait en 2 parties et un grand désordre régnait dans le coffre. On avait surtout la marque du fabricant. Je ne sais pas si une victime l'a identifié précisément, mais il s'agissait d'une Honda. Si vous répétez souvent les mêmes trajets dans le même quartier, dans un secteur défini, logiquement, à un moment donné, vous risquez de vous faire repérer. D'autant plus que vous portez la même casquette et que vous conduisez toujours le même véhicule. De nombreux détails vont retenir l'attention, comme beaucoup de désordre à l'intérieur d'une voiture. Cette façon de procéder est idiote, ce n'est pas intelligent, mais les prédateurs ne sont pas intelligents, ils sont dominés par leurs pulsions. Et fort heureusement, c'est ce qui les perd, parce que ça donne des indices aux policiers qui enquêtent sur eux. Voilà, si on a, disons, par exemple, 1500 Honda rouges, on va tout de suite repérer dans notre banque de données si un agresseur sexuel en possède une. Et ensuite, c'est le principe de l'entonnoir à l'envers. Ensuite, on va agrandir nos recherches. Et on va rencontrer l'ensemble des personnes qui sont propriétaires d'un véhicule de ce genre. Je ne sais pas s'ils ont examiné toutes les Honda rouges des années 90, mais très certainement qu'ils ont commencé effectivement par effectuer cette recherche. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à passer au travers, avant l'arrestation de l'individu en question. Le signalement du véhicule du prédateur va finir par porter ses fruits. Le 23 avril 2005, celui qui s'avérera être le coupable va s'ajouter à la liste des personnes suspectes. Au printemps 2005, ça fait 1 an qu'il y a un prédateur qui fait des victimes. Alors, on organise des opérations policières importantes. Ces opérations vont avoir lieu dans des secteurs précis. Les parkings autour des arrêts des lignes de bus de la région nord de Montréal vont être évidemment ciblés. Un soir, le 23 avril 2005, le même type de véhicule est repéré. Le conducteur du bus a remarqué la présence du véhicule dont le propriétaire était suspecté d'agression sexuelle. Le chauffeur du bus a poursuivi son trajet et 1 heure plus tard, lorsqu'il s'est arrêté au même arrêt en sens inverse, le chauffeur a remarqué de nouveau la présence de cette Honda rouge. Il en a signalé la présence aux policiers de Laval qui sont très vite arrivés sur les lieux. Et ils l'ont trouvé en train de vérifier les horaires de bus. Lorsque les policiers l'abordent en lui demandant ce qu'il fait, il répond simplement « Je vérifie seulement les horaires, j'attends quelqu'un. Je ne sais plus à quelle heure elle doit arriver. » Il devait être un peu nerveux, j'imagine. Les policiers continuent à lui poser des questions et il s'identifie en tant que policier. Il va sortir sa plaque et il va leur dire « Tout va bien, je suis de la maison ». Heureusement que les agents qui l'ont intercepté ont eu de l'intuition, parce qu'ils ont consigné cette rencontre en relevant le côté incohérent et bizarre de ce soi-disant collègue. Les policiers ont fait une fiche signalétique qu'ils ont remise à l'unité chargée des viols sur la couronne nord. Malheureusement, lorsque les enquêteurs ont lu cette fiche, ils ne l'ont pas prise au sérieux sur le moment. Ils se sont contentés de la mettre sur la pile des affaires courantes à traiter. Évidemment, ce policier n'est pas le suspect numéro 1. On ne se dit pas tout de suite « Hurrah !» On a un suspect. Mais si vous avez un peu l'esprit ouvert comme ils sont censés l'avoir quand ils enquêtent sur ce genre de crime, vous vous dites « Rien n'est impossible ». Et là, il commet une première grosse erreur. Il téléphone au Salvac, qui est une entité spécifique de la police, celle qui regroupe toutes les informations relatives aux agressions sexuelles. Il leur dit qu'il veut savoir où en est l'enquête en question. Ce qu'il cherchait désespérément à savoir, c'était « Est-ce que vous êtes déjà sur la piste d'un suspect potentiel ?» C'est un peu louche, c'est un peu bizarre. Si vous êtes le père d'une victime, d'accord, ça peut passer. Si vous êtes un policier du service des agressions sexuelles, ça passe encore. Mais si vous êtes un policier en charge des filatures, vous imaginez bien que ça ne passe plus. Et comme il s'y attendait, ses collègues lui répondent « Désolé, je ne peux pas vous en dire plus ».
Le fait qu'il appelle ce service aurait dû alerter quelqu'un, parce que ce n'est absolument pas dans l'attribution de ses tâches de s'occuper de ce genre d'enquête. Deux mois se passent avant que se produise une nouvelle agression. Ce sera la plus grave et la plus haineuse. Il va s'attaquer à une adolescente de 15 ans le jour même de son anniversaire. Pour cette jeune fille, ce sera épouvantable. Cette nuit sera horrible. S'il n'avait pas été arrêté, il aurait blessé une autre de ses victimes. Et il l'aurait certainement tuée. Quand on lui a posé la question, il a dit oui. Il pense qu'il aurait fini par tuer. Fin 2005, à la liste des suspects voit s'ajouter le nom d'un policier, Benoît Gay. Depuis plus d'une année, un prédateur sexuel s'attaque à des jeunes femmes dans la couronne nord de Montréal. C'est toujours vers minuit qu'il aborde ses victimes, d'abord sous la menace d'un couteau et ensuite d'une arme à feu. L'élément d'enquête le plus solide dont dispose la police est le signalement de sa voiture, une voiture rouge. Ce signalement va mener à l'interpellation d'un certain Benoît Gay, un policier affecté au service des filatures. À partir du 23 avril 2005, on peut dire qu'il l'a échappé belle, évidemment. Les policiers prennent des notes. Ils vont rédiger un rapport. Mais ça ne va pas plus loin, et puis je ne pense pas qu'ils se sentent particulièrement visés par l'enquête. À tel point d'ailleurs qu'il récidive le 1er juillet 2005, et là, c'est sa pire agression, la plus violente. Une adolescente revient chez elle à pied après un trajet en bus. Elle est sans méfiance dans un environnement qui lui est familier. Elle croise un homme appuyé sur une petite voiture rouge. Un homme portant une casquette qui jette de l'ombre sur son visage. Il lui demande si elle a vu son chien. Puis il sort une arme à feu. Il entraîne sa victime dans un espace isolé où il l'agresse brutalement. Avant de la laisser, il la rassure en lui disant qu'il ne peut pas avoir d'enfant, qu'elle n'a donc pas à craindre de tomber enceinte. Il menace aussi de revenir la tuer, elle et sa famille, si elle rapporte l'agression à la police. Il répète qu'il est un bandidos, qu'il a déjà tué par le passé et qu'il n'hésitera pas à recommencer. Comme le prédisait le profil du prédateur, la violence de ses agressions s'accroît, tout comme la colère dans la population. Une pétition circule demandant à la municipalité l'ajout d'éclairage additionnel dans les lieux sombres où le prédateur a fait des victimes. Des étudiants parlent d'organiser des rondes afin d'attraper eux-mêmes le prédateur. À l'été 2005, le projet Hibou est créé. La recherche du violeur de la couronne nord devient une opération conjointe de la Sûreté du Québec, des services de police de Laval, Saint-Jérôme, Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions. Cette fois, les enquêteurs disposent d'un profil ADN. La police récupère enfin un échantillon d'ADN pour la première fois depuis juillet 2005 parce que, suite à cette agression, ils ont trouvé des liquides corporels. Après analyse, cet ADN ne correspond à personne de leur banque de données. Ils sont un peu dépités. C'est un profil génétique qui ne correspond à personne. Les policiers demandent aux hommes considérés comme suspects de donner volontairement leur ADN. Une soixantaine d'hommes le font sans hésiter. Aucun ne correspond au profil ADN du violeur de la couronne nord. L'enquête n'aboutit toujours pas, mais la liste des personnes suspectes se réduit de plus en plus. Par contre, plus il y avait eu de victimes, plus on était en mesure de confectionner un portrait robot qui avait de fortes chances de ressembler à l'agresseur. La police élabore un portrait robot dans le but de le diffuser dans les médias et de dire ainsi à la population « Aidez-nous, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous pensez reconnaître cet individu dans votre entourage ?» Quelques mois plus tard, en octobre 2005, le portrait robot du suspect est rendu public.
Très vite, de nombreuses personnes au Québec vont nous appeler et nous dire « Mon voisin, c'est un type un peu bizarre et il a un véhicule rouge ». Cela vient élargir les possibilités, mais ça vient aussi multiplier par 2 le travail des policiers. Et franchement, ce portrait robot est assez ressemblant. Au point où ses collègues le taquinent, évidemment, ils ne pensent pas une seconde que ça peut être lui. Alors ils se mettent à faire des plaisanteries, mais rien de bien méchant. Benoît Gay ne devait pas emmener large, car ce portrait lui ressemble, parce que c'est lui. Il sait que le projet Hibou est ficelé, que les enquêteurs avancent petit à petit, et que beaucoup de ressources lui sont consacrées. Jamais personne ne s'est simplement posé la question « Est-ce que ça serait possible ? Est-ce qu'on n'est pas en mesure de faire des liens qui pourraient viser notre confrère Benoît Gay ?» Les policiers ne peuvent pas soupçonner un collègue qui est chargé de faire respecter la loi. Ce même collègue, dans leur tête, c'est impossible qu'il enfreigne la loi. Et puis surtout, les crimes sexuels sont des crimes qui les répugnent. C'est pas comme un policier ripou qui a accepté une somme d'argent pour vendre des informations. Non, ce type a agressé des adolescentes. C'est pour ça que les policiers ont mis du temps à le mettre en haut de la liste des suspects. Il prenait soin de porter une casquette, histoire de ne pas être reconnaissable. Mais le plus étrange, c'est qu'il utilisait tout le temps sa voiture personnelle. Quand on y réfléchit, ce n'est pas intelligent, surtout venant d'un policier qui sait très bien comment les enquêteurs travaillent. Le policier Benoît Gay sent que l'étau se resserre sur lui. Il sait que les policiers sont à la recherche d'une Honda rouge, ce qui l'amènera à vendre sa voiture en espérant arriver à semer ses traces. Il venait juste de changer sa voiture pour un même modèle avec une lunette arrière identique, mais plus foncée. Et il s'est fait mettre en boîte par ses collègues pour avoir changé de voiture. Je me souviens, ses collègues disaient « Tiens, t'as une voiture comme celle du violeur de Laval. Tu pouvais pas en choisir une autre ?» Les prédateurs ne sont pas intelligents, ils sont dominés par leurs pulsions et, fort heureusement, c'est ce qui les perd parce qu'ils laissent des indices aux policiers qui enquêtent sur eux. Cette histoire commence sans doute à l'angoisser pour qu'il rappelle le Salvac. Deuxième grosse erreur. Les policiers se mettent à faire des vérifications et se posent la question qui tue. Est-ce que c'est possible que ce soit lui? Pour l'éliminer des suspects. Et puis, plusieurs agressions sexuelles ont été commises à certaines heures, où Benoît Gay était en service. Ses horaires de travail le blanchissent, on ne peut pas le suspecter. Mais il vérifie son emploi du temps et découvre qu'il a fait une petite entourloupe dans son relevé d'horaire de service. Un policier peut jongler avec ses horaires et récupérer du temps travaillé sans passer par ses supérieurs. En découvrant ça, les enquêteurs pensent qu'il est fort possible que Benoît Gay commet ses agressions et revient au bureau à temps. Ce qui amène les policiers à ne pas éliminer leurs collègues de la liste des suspects. Une de ses collègues le contacte pour le rencontrer, pour lui dire de ne pas s'inquiéter, qu'il n'est pas suspecté, mais qu'elle aimerait bien pouvoir l'éliminer définitivement de sa liste. Elle va le trouver un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de réactions, il n'a pas beaucoup d'émotions. Il ne veut pas la rencontrer, mais il finit par changer d'avis parce que tous les soupçons convergeraient sur lui s'il s'entêtait à refuser cet entretien. J'imagine qu'il doit ressentir la pression qui commence à monter. Le 17 janvier 2006, l'enquêtrice Annie Pinault et un collègue se rendent chez Benoît Gay. Depuis qu'il s'est séparé de sa femme, elle-même policière au SPVM, Gay vit en colocation à Laval. L'enquêtrice Annie Pinault lui demande des précisions au sujet de son interpellation à l'arrêt d'autobus au mois d'avril. Gay raconte qu'il attendait une certaine Nadia, qu'il avait fréquentée à 2 ou 3 reprises pendant qu'il vivait avec sa femme. Il ne se souvient ni de son nom de famille, ni de son adresse. Il ne pose aucune question sur les agressions sexuelles, c'est quand même un peu mystérieux. Lui qui était censé s'y intéresser et s'inquiéter de ça, il ne pose aucune question.
On lui dit, si tu fournis un échantillon d'ADN, on pourra t'éliminer de la liste. Évidemment, il se braque, il ne veut rien savoir, il ne veut pas donner d'échantillon. Et je vais pas commencer à donner mon ADN, c'est dingue ça, je travaille à la filature comme policier. Merci. Et il va même jusqu'à lui dire, quand elle sort de sa maison, si je suis suspendu, je me tire une balle. Et bien évidemment, l'enquêtrice rapporte cette phrase à son patron. Évoquer le suicide lorsqu'on est interrogé par la police, avoir ce réflexe n'est pas la réaction de quelqu'un qui n'est pas coupable. C'est le réflexe de quelqu'un qui est coupable. Mais ça ne constitue pas une preuve devant la cour. Donc, pour l'enquête policière, on doit nécessairement aller plus loin et recueillir des éléments qui seront des preuves pour le tribunal. Le soir même, la Sûreté du Québec avise le SPVM que Gay fait l'objet d'une enquête et qu'il a des idées suicidaires. Au lieu d'être rayé de la liste des personnes suspectes, Benoît Gay devient le suspect principal. C'est à partir de là que son monde commence à s'effondrer et que tout se déglingue. C'est vraiment le début de la fin. Après une année de recherche, les enquêteurs de la Sûreté du Québec croient avoir identifié un dangereux prédateur sexuel. Et le coupable potentiel est un policier, Benoît Gay, agent au SPVM depuis 14 ans, spécialiste en filature. Serait-ce possible qu'un policier entraîné à épier et traquer des criminels soit aussi celui qui suit et agresse en série des jeunes femmes? Il va même jusqu'à lui dire quand elle sort de sa maison, « Si je suis suspendu, je me tire une balle. » Et bien évidemment, l'enquêtrice rapporte cette phrase à son patron. Et là, on lui retire son arme et on l'affecte à des tâches administratives. Et c'est là que tout commence à s'effondrer pour lui. Pour lui, c'est quand même un choc. Il n'a jamais pensé qu'il serait pris. Il imagine qu'un jour, il pourrait être pris. Mais il pense que ça ne lui arrivera jamais. Quand il est découvert, il y a atteinte à l'estime de soi. Il y a la honte. C'est un homme marié, il a sa propre famille, sans parler de la famille de son épouse et de son cercle d'amis. C'est une catastrophe pour lui. Il sait qu'il aura droit à un jugement sévère de la part des autres quand ils apprendront ce qu'il a fait. Donc, les idées suicidaires sont assez fréquentes dans ce contexte. À partir du moment où l'enquête de la police du Québec resserre son étau sur lui, il est conscient de ce qui va lui arriver, c'est clair. Il va rendre visite à son frère et lui tient des propos que son frère qualifiera de mystérieux. Des phrases comme « Quand tu vas voir ce que j'ai fait, tu sais, c'est grave ce que j'ai fait, tu vas tomber de ta chaise », mais sans rien préciser. Son frère, bien sûr, commence à s'inquiéter sérieusement. Benoît Gay lui dit « J'ai 3 choix. Soit je pars en exil, soit je fais face à la situation, soit je me suicide. » Sur ce, il s'en va et son frère prévient la police. Suite à l'appel de son frère, Benoît Gay est placé sous surveillance 24 heures sur 24. Les enquêteurs craignent qu'il ne tente de se suicider ou de prendre la fuite. Maintenant, il n'est plus supposé innocent. Il devient réellement suspect, ce qui oblige l'inspecteur-chef à lui retirer son arme de service. Les policiers décident d'obtenir un mandat, puisqu'il continue de refuser de donner un échantillon de son ADN. Et la procédure du mandat est lancée. Vu son état, il passe un court séjour en psychiatrie parce qu'il a des idées suicidaires. Il finit par en sortir. À partir du moment où il sort de l'hôpital, il est réellement suspect. Le 20 janvier 2006, les enquêteurs sonnent à la porte de Benoît Gay. Ils sont munis d'un mandat obligeant Gay à donner un échantillon d'ADN. Benoît Gay n'a plus le choix. Pour ne pas alarmer son colocataire, les policiers proposent de faire le prélèvement dans leur voiture banalisée. Une fois dans la voiture des enquêteurs, Benoît Gay se montre dépressif. Il s'apitoie sur lui-même
et affirme qu'il ne peut plus vivre avec les échecs, en ajoutant que la mort est sa seule issue. Au moment de donner l'échantillon d'ADN, Gay est visiblement très mal à l'aise. Tant que l'individu n'est pas arrêté, il représente un potentiel de dangerosité énorme. Donc, l'ensemble des personnes qui gravitent autour de lui doivent être avisées, même si on prend le risque qu'il y ait des fuites dans l'enquête. Mais on doit informer ces personnes pour les protéger. Nos supérieurs nous ont rencontrés pour nous aviser que Benoît était suspecté d'agression sexuelle sur plusieurs victimes. Ça a été effectivement un choc. Jamais on n'aurait pensé qu'un de nos collègues, que Benoît puisse être un agresseur sexuel. Jamais. La police prévient bien entendu sa femme qui est elle aussi policière. Alors la police du Québec prévient son épouse que son mari est suspect dans une enquête d'agression sexuelle et lui demande de ne pas rester seule avec lui. Et lui demande aussi de ne pas le laisser conduire sa voiture. Alors elle dit oui, elle s'engage à tout, mais finalement, elle ne s'y conforme pas, elle reste seule avec lui. Vous devez savoir que Benoît faisait partie du bureau des filatures et qu'à ce titre, il connaissait tous nos véhicules. Son épouse faisait aussi partie de notre bureau. Et pour tous les deux, ça aurait été très facile de nous détecter. Un beau jour, les agents qui prennent le couple en filature constatent que Madame Gay est au volant. C'est une excellente professionnelle, elle connaît son boulot et elle va réussir à semer l'équipe de filature. On était sur l'autoroute en direction du nord vers Laval. Benoît était sur le siège passager, il regardait en arrière et avait repéré notre véhicule de surveillance. Et on les a perdus. On a perdu la trace de Benoît pendant une journée et demie. On les retrouve, on les retrace, et là, c'est Monsieur Gay qui est au volant. Il fait toutes sortes de manœuvres, des manœuvres de diversion en tout cas. Bref, il connaît son métier. Donc il sème la police, mais il sème la police pour ne pas aller beaucoup plus loin. Parce que, finalement, après quelques jours, il est arrêté et on exécute le mandat de prélèvement d'ADN. À partir du moment où il devient un sujet avec un peu plus d'intérêt, jusqu'à ce qu'il devienne suspect, c'est assez rapide. C'est parce qu'il a multiplié les erreurs, comme ça arrive souvent. Lorsqu'on a su que Benoît Gay avait été arrêté et accusé des crimes d'agression sexuelle, des crimes en série, ça a fait l'effet d'une bombe, tant au SPVM que dans l'ensemble des corps de police. Durant les semaines qui ont suivi, on ne pouvait pas s'empêcher de se demander est-ce qu'il y en a d'autres dans notre entourage. C'est sûr que cela vient créer un drôle de sentiment, mis à part qu'on se sent profondément trahi. Ça crée également chez nous toute une onde de choc. C'est un immense coup de tonnerre. Il n'y avait aucun indice qui nous laissait croire qu'il y avait des activités qui se déroulaient de la sorte. Le 25 janvier 2006, moins de 3 semaines après avoir donné un échantillon de son ADN, Benoît Gay est arrêté et interrogé. Les enquêteurs le mettent devant les faits. Gay les reconnaît. Et rapidement, il décide de plaider coupable. M. Gay a plaidé coupable à plusieurs chefs d'agression sexuelle. Il a aussi plaidé coupable à un chef d'agression sexuelle avec arme à feu, ce qui est puni par un minimum de 4 ans d'emprisonnement. Il a plaidé coupable aussi à quelques chefs de voies de fait et quelques chefs de menaces de mort. La seule raison qui pousse les policiers, lorsqu'ils sont arrêtés et accusés, de plaider rapidement coupable, c'est d'éviter que soit porté en plein jour l'ensemble des informations, la totalité des preuves contenues dans le dossier. S'ils plaident coupables, c'est en partie parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de leurs actes, compte tenu de leur statut social de policier. En décidant de plaider coupable, Benoît Gay a évité aux victimes d'avoir à témoigner. Pour des victimes d'agression sexuelle, témoigner au procès, c'est l'horreur. C'est de revivre le crime, c'est comme se faire violer une seconde fois. Le plus étrange,
c'est qu'il a avoué 2 crimes dont il n'était pas accusé. Une des choses les plus fascinantes de cette histoire, c'est que ce policier avait passé toute une batterie de tests pour rentrer dans la police, pour ensuite essayer de faire partie de l'équipe de filature. Et le chef de police à l'époque, quand on a su que c'était Benoît Gay, le prédateur sexuel, le chef de police a dit il a passé tous ses tests avec succès. Les preuves étaient formelles. Du moins en ce qui concernait une des agressions, puisque le procureur disposait d'ADN. C'était évident qu'il allait encourir éventuellement une très longue peine de prison, que c'était un crime extrêmement grave. Et donc, le tribunal n'a pas accepté de le remettre en liberté. D'ici là, le policier sera gardé incarcéré dans une cellule d'isolement à l'abri de la population carcérale normale. Le fait que Benoît Gay soit membre d'une section d'élite, la filature, soulève aussi plusieurs questions. Ce policier se servait de toutes ces connaissances qu'il avait accumulées en tant qu'expert en filature pour essayer de commettre des crimes parfaits, des agressions sexuelles qui ne laisseraient pas de traces. C'est quand même troublant. Les gens de son équipe ont été très ébranlés et se sont inquiétés de l'avenir de notre bureau. Que se passera-t-il avec notre bureau, nos techniques de travail, tous nos secrets? Benoît est parti avec tout ça. N'oubliez surtout pas que Benoît Gay était marié à une policière. Et la direction ne voulait pas entacher non plus la suite de sa carrière professionnelle. Parce que s'il était en prison, elle demeurait policière. Donc, si tout ça sortait lors d'un procès, dans une procédure judiciaire, l'aspect macabre des actes de son mari aurait forcément fait beaucoup de tort à la carrière de cette femme. Il va commencer une thérapie en prison qu'il va payer de sa poche et ça milite en sa faveur. Il va parler au psychologue, il va aussi exprimer des remords. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des agresseurs sexuels. Donc il y a plusieurs éléments qui vont être considérés comme des facteurs atténuants dans ce dossier. Sa vie s'effondre, il n'y a plus rien qui tient debout. Sa femme est restée avec lui pendant quelques temps, mais elle a fini par le quitter. Il perd son job, il sait que c'est terminé, son monde s'écroule. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Essayer de se relever et puis de demander de l'aide, et c'est ce qu'il a fait. Le procureur va demander, en plus d'une peine de 8 ans de prison, il va demander que lui soit apposée l'étiquette de délinquant à contrôler. Ce qui veut dire qu'il allait être surveillé pendant 10 ans, une fois son retour à la vie civile. Il a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui. Il n'a pas contesté la requête pour être déclaré délinquant contrôlé. Il s'est soumis à des traitements en prison. Alors oui, il a fait ce qu'il fallait. Pour évidemment essayer d'écoper une peine la moins sévère possible. Que la sentence en tant que telle qui est demandée, c'est surtout un contrôle de l'État pendant 18 ans pour cet individu. Pour l'instant, je m'en tiendrai à ça. C'est à partir du moment où il est remis en liberté qu'il va pouvoir faire vraiment face à ces défis et ses formateurs. Quand ils ne sont plus capables d'agir, on a accès à leur souffrance. Et c'est là que le traitement peut les aider à mieux comprendre ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et puis à gérer autrement les émotions qu'ils ressentent. C'est ça le but du traitement. Il y a des gens qui croient beaucoup à la réhabilitation. Il y a des gens qui ont des connaissances au niveau psychiatrique ou psychologique supérieures aux miennes, évidemment. Sauf que pour moi, c'est l'expérience policière qui me dit que quand on arrive à commettre ce genre de crime aussi grave que celui-là, la probabilité d'être réhabilité s'amenuise. Benoît Gay sera libéré après 5 ans et 4 mois d'emprisonnement. Il a suivi des traitements et s'est soumis à des programmes. Devant la commission de libération, un commissaire a suggéré à Benoît Gay que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait fini par tuer quelqu'un. Gay a répondu qu'il aurait toujours peur de lui-même, que ce problème ne le quittera jamais et qu'il doit donc apprendre à le contrôler. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis... L'agression sexuelle, c'est un crime de haine, ou de domination, ou bien les deux. Et dans son cas, c'était vraiment un crime de domination.